Bon, bonjour pour toutes et tous. Merci Anna Maria pour cette introduction. C'est pour moi une grande joie de partager avec tous aujourd'hui et recevoir l'invitation pour la modération de cette conversation. Le sujet qui nous convoque aujourd'hui, l'histoire et la mémoire du mouvement en clé de futur, d'avenir, a ses bases dans une initiative qui a été recueillie dans la dernière rencontre d'études, mais qui vient depuis quelque temps et que cherche à se consolider, dynamiser un groupe de travail interdisciplinaire à l'intérieur du MIC sur l'histoire et la mémoire du mouvement. Cette initiative marque mon positionnement à l'intérieur de cette conversation. Comme Maria disait, je suis une anthropologue et une historienne intéressée à l'histoire de l'Église et du mouvement. Et elle a recherché une partie de cette Église, de cette histoire en Amérique latine. J'appartiens aussi à une communauté naissante de foi à Miami qui, dans ce premier moment, nous sommes dans les premiers moments de travail dans le mouvement. C'est à partir de ce locus que je vais modérer cette conversation. Donc, je vous propose à tous de mettre en silence nos microphones pour pouvoir nous écouter. Et puis, nous entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-elle importante l'histoire du mouvement? Comment la récupération de la mémoire et l'écriture de l'histoire du mouvement peut apporter au renforcement de l'identité du mouvement d'aujourd'hui et répondre à des questions sur sa pertinence et son importance dans la vie de l'Église et plus largement dans la société. Quelle histoire nous voulons écrire? Comment écrire une histoire qui inclut les multiples voix qui, tout au travers des années, ont construit le mouvement depuis l'expérience apostolique engagée dans la foi? C'est-à-dire comment historiser une expérience qui relève de notre vie quotidienne de chrétiens et des communautés engagées, qui est traversée par des conditions structurantes de sa réalité. Comment cette histoire peut-elle informer l'engagement temporel des chrétiens, des membres chrétiens du mouvement aujourd'hui dans ces deux branches, des étudiants et les intellectuels? Et finalement, comment l'histoire du mouvement peut-elle illuminer notre compréhension du temps présent et nous aider à développer des instruments concrets pour travailler autour des principes d'une Église synodale, c'est-à-dire une Église inclusive, engagée avec le vécu de l'Évangile, avec un choix préférentiel pour ceux et celles qui vivent dans les périphéries imposées. Et on l'a déjà parlé, par des ordres sociaux, économiques et politiques. Ce sont des périphéries qui s'expriment dans le vécu individuel et collectif et qui créent un regard de réalité sociale injuste. Attendez un instant. Je vais partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, merci. Nous avons identifié comme 5 questions qui cherchent à donner forme à ces réflexions et pour en discuter, nous avons invité 5 panélistes. Ces 5 questions, vous pouvez le voir maintenant sur l'écran. Voilà. Je vais présenter en ce moment à chacun des panélistes et puis après, on abordera chacune de ces questions. Et à la fin, les panélistes auront un temps pour avoir sa présentation. À la fin du panel, nous aurons un espace de discussion. Et c'est pour cela que je vous suggère aux participants de préparer ces questions ou contributions aussi au fur et à mesure que chaque panéliste fera sa présentation. Et vous pourrez les envoyer soit par le chat ou les formuler directement à la fin lorsque nous ouvrirons
la discussion générale. Alors, donnons la bienvenue à nos panélistes. Alors, je commence par Ana María Videgain, qui est présidente du MIC, dont le CV, vous le connaissez largement à cause de son importance et l'influence dans le développement des études de l'Église en Amérique latine. Ana María est professeure à l'Université internationale de la Floride. Elle est une académicienne qui est chercheuse des sujets de l'Église avec un spécial intérêt dans son exercice sur l'Église latino-américaine, les organisations laïques catholiques et les sujets de femmes, de genre, religion et migration. Depuis 1968, elle est membre de Pax Romana. En Uruguay, elle s'y est approchée comme membre étudiante et après comme professionnelle en Colombie. Elle a été présidente du CEILA, elle a été conseillère de la CLAR et du SELAM. Elle a été conférencière invitée au Synode des évêques sur le laïcat dans les années 80. Récemment, elle a été invitée comme conférencière par la Commission pontificale pour l'Amérique latine à l'Assemblée plénière sur la femme et l'Église dans la société. Ana María, sois bienvenue. Puis après, Stéphane Gigax, c'est un autre collègue qui nous accompagne depuis l'Australie. Il est historien de l'Église, il est professeur universitaire et il est secrétaire de l'Institut australien Carden. Stéphane s'est uni à la JOC quand il était étudiant universitaire à la fin des années 70 et lui, il a travaillé pour le mouvement international. Il approfondit son expérience à partir du travail paroissial pastoral. Il a coordonné différents projets internationaux pour documenter l'histoire de la JOC. Il est éditeur depuis plus d'une décennie de plusieurs publications catholiques. Sa thèse de doctorat qui est publiée a fait de contributions fort importantes à la compréhension des réseaux informels à travers lesquels la GEC et la JOC ont connu leur croissance au niveau international et en particulier sur le rôle de Monseigneur Joseph Cardin dans le développement de ce réseau depuis 1957 et pendant le Concile Vatican II. Bienvenue, Stéphane. Nous donnons aussi la bienvenue à Julia Maria Kosecka, qui est un doctorat en sociologie avec un master en sciences de l'information. Depuis 1994, elle est membre du Club d'intellectuels catholiques de Varsovie, où elle a coordonné les affaires étrangères et le dialogue œcuménique international. Elle a été aussi vice-présidente à plusieurs périodes. Elle a aussi été la coordonnatrice européenne pour le GCI et le MIEC et membre du groupe d'experts interreligieux dans le Forum européen de la jeunesse. Entre 2008 et 2012, elle a fait partie du conseil de direction européen de Pax Romana. Elle a fondé le réseau européen d'organisations de jeunes religieuses. Elle a été membre de ce conseil de direction jusqu'à la fin de 2013. Bienvenue, Julia Maria. Antonio Sousa nous accompagne depuis le Portugal. Antonio est licencié en philosophie. Il est spécialisé en archives par l'Université de Porto. Actuellement, il est le directeur de district de Braga, de l'archive régionale et de l'unité culturelle de l'Université de Minho. Il est président de la section d'archives d'architecture et il est membre de la section d'archives des croyances du Conseil international des archives. Au niveau de l'Église, il est membre de Metanoia, qui est le mouvement catholique de professionnels, et du MIC. Antonio, sois bienvenu. Et finalement, Victor Karunan, qui se branche depuis la Thaïlande. Victor est sociologue, il a un doctorat en sciences sociales. Il a travaillé pour plus de 16 ans à l'UNICEF à Bangkok, New York, en Malaisie. Il a été conseiller de développement régional de Save the Children dans le bureau régional pour le Sud-Est asiatique et le Pacifique à Bangkok. Il a travaillé en plus de 40 pays, soit au nord comme au sud global, avec une approche particulière des pays du Sud-Est asiatique et le Pacifique. Son travail est en lien avec l'apport des gouvernements, les agences des Nations Unies, les organisations internationales de développement, les ONG, la société civile et le secteur privé, les droits de l'enfant et le développement de l'enfant, politique sociale, la gestion des finances publiques,
la participation, le développement des adolescents, la recherche participative, la capacitation, le renforcement de capacités. Bienvenue, Victor. Et merci à tous d'être ici. Voilà, je vais arrêter de partager mon écran. Voilà, voilà. Nous allons commencer par cette conversation avec les commentaires d'Anna Maria sur une réalité changeante de l'époque. Il paraît que nous vivrions ce qu'on pourrait appeler un changement d'époque ou un changement épocal, des changements technologiques qui sont en plus accrus par les effets de la pandémie, des générations jeunes avec des sensibilités, des expectatives, des besoins et des expériences de socialisation différentes à celles du dernier siècle, des changements dans la politique internationale qui vont de pair avec l'affaiblissement de la démocratie au niveau mondial et une crise climatique sans précédent.